Il y a eu un réaménagement au sein du gouvernement aujourd'hui. Le président de la République a signé 2 décrets modifiant la composition du gouvernement. Nous sommes le 25 novembre aujourd'hui. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ici en Côte d'Ivoire, 578 cas de violence ont été identifiés. Le gouvernement ivoirien continue donc la sensibilisation. Une marche a été organisée, marche à laquelle a pris part le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À la une de l'actualité également, la publication définitive de la liste des candidats aux élections législatives. La Commission électorale indépendante a dévoilé la liste aujourd'hui. La CEI a retenu 1390 candidats. Et la France qui va envoyer 3 avions de la sécurité civile en Israël pour aider à la lutte contre les incendies dans le centre et dans le nord du pays. Des centaines de personnes ont dû être évacuées pour échapper aux flammes. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Il y a eu un réaménagement au sein du gouvernement aujourd'hui. Le président de la République a signé 2 décrets modifiant la composition du gouvernement. Ces décrets mettent fin aux fonctions des ministres Albert Mabry Touakeus et Nyamie Konan. Je vous invite à écouter le communiqué de la présidence de la République, lu par le ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 25 novembre 2016 à la signature de 2 décrets modifiant la composition du gouvernement. Ainsi, il a mis fin aux fonctions de M. Abdallah Albert Touakeus Mabry en qualité de ministre des Affaires étrangères et de M. Konan Nyamie en qualité de ministre de l'Habitat et du Logement social. M. Marcel Amontano, ministre directeur de cabinet du président de la République, est chargé d'assurer l'intérim du ministre des Affaires étrangères. M. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction et de l'Urbanisme, est chargé d'assurer l'intérim du ministre de l'Habitat et du Logement social. Fait à Abidjan le 25 novembre 2016. Je vous remercie. Nous sommes le 25 novembre aujourd'hui et c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ici en Côte d'Ivoire, je le disais à l'instant, 578 cas de violence ont été identifiés cette année 2016. Il faut donc renforcer la lutte. Le Premier ministre ivoirien et des membres du gouvernement sont au premier rang dans ce combat. Ils ont pris part aujourd'hui à une marche pour dire non aux violences faites aux femmes. Herman Guivé. La violence à l'égard des femmes et des filles constitue une violation des droits de l'homme, une pandémie de santé publique et un obstacle de taille au développement durable. Elle impose des coûts exorbitants aux familles et aux économies. Le monde ne peut pas se permettre de payer ce prix. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, cette journée du 25 novembre a été célébrée avec faste. C'est dans la discipline que des dizaines de délégations se sont rassemblées devant les parvis de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Le ministre de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Yao, mobilise les troupes. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement. La marée orange prend ensuite la direction du centre de la commune du Plateau. Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, montre l'exemple. Il ouvre la marche. Cette marche orange organisée par Madame le ministre Euphrasie Yao, c'est pour contribuer à la lutte du système des Nations Unies contre les violences faites aux femmes. Je pense que la Côte d'Ivoire a fait des progrès très importants dans ce domaine, puisque je pense qu'on est passé de plusieurs centaines de cas à un seul cas. Je veux dire que le gouvernement, conforme aux institutions du président de la République, attache du prix au progrès dans ce domaine, des droits humains. Et je voudrais vraiment féliciter Madame le ministre, mais aussi tout le gouvernement. Une seule consigne, non aux violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Madame la secrétaire générale des Nations Unies, chargée des violences basées sur le genre, a dit que sur 18 pays au monde qu'elle suit, la Côte d'Ivoire est un exemple. Un message significatif pour dire que le gouvernement est contre. Nous souhaitons que les familles, la communauté soient contre. Les violences, ça se passe dans les familles. Donc c'est une approche famille que nous voulons pour que toute la Côte d'Ivoire participe à la violence tolérance zéro. Au-dessus de la marche, dans le ciel du plateau, d'autres invités spéciaux ont à leur façon dit non aux violences faites aux femmes et aux filles en Côte d'Ivoire.
Elles sont aussi touchées par ces violences. Les femmes migrantes sont particulièrement exposées et vulnérables. Nombreuses à traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Elles se retrouvent à la merci des passeurs pendant leur voyage. En Libye notamment, des enquêtes ont révélé que les femmes migrantes qui traversent la mer au risque de leur vie pour un autre continent sont victimes de rackets, de viols, de prostitution. Rien ne leur est épargné. Des ONG ont donc recueilli leurs témoignages, des récits parfois difficiles à entendre. Ce 25 novembre est donc l'occasion d'attirer l'attention de tous sur les violences dont sont victimes les migrantes. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, je le disais tantôt, dit non aux violences faites aux femmes. Eh bien, avant de faire cette marche que vous avez vue tantôt, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est rendu à Kong. Il y était hier pour la cérémonie de remise des clés de 4 préfectures et sous-préfectures. Ces infrastructures ont été réalisées par le programme d'assistance post-crise financé par la Banque mondiale. Le reportage de Léon Pro. Voici la nouvelle préfecture de Kong, ce bâtiment flambant neuf intégrant tous les services pour affirmer et renforcer l'autorité de l'État. Comme ici à Kong, les préfectures de Bouna, Béléban et Taï sont dotées de nouveaux locaux, idem pour les sous-préfectures de Yébounois, Pouebo, Baneu, Kaadé, Bapleu et Pé. Au total, 10 infrastructures réalisées par le PAPC et ses apprenants, tous des ex-combattants reconvertis dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Pour leur insertion, 15 millions de francs CFA du PAPC et des consignes de bonne conduite du gouvernement. Que ces métiers que vous avez appris à travers ce projet vous permettent, vous aussi, d'avoir un avenir. Mais restez concentrés sur cette voie. Et c'est le vœu du président Ouattara. Quand il travaille, c'est pour que la Côte d'Ivoire s'enrichisse et que cette répartition de richesses puisse vous toucher. Pour remettre les clés des 10 nouvelles bâtisses à leurs bénéficiaires, le Premier ministre avait à ses côtés, outre le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara. Daniel Kablan-Duncan salue les acquis du PAPC et plaide pour une rallonge de ce programme. Je me félicite de ce que le PAPC ait su traduire en réalité concrète ce symbolisme en dotant au total la Côte d'Ivoire de 128 infrastructures publiques, soit 105 sous-préfectures, 21 préfectures, auxquelles s'ajoutent d'ailleurs 2 centres régionaux d'archivage. Malheureusement, oui malheureusement, la cérémonie de ce jour marque la fin du financement du projet PAPC. Mais nous avons bon espoir que très rapidement, suite à la requête du gouvernement dans ce sens soumise à la Banque mondiale, un nouveau financement sera mis en place. Le programme d'assistance post-crise, en abrégé PAPC, financé par la Banque mondiale a duré 8 ans d'accompagnement de la sortie de crise et d'action de développement sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Voilà, pas de répit pour Daniel Kablan-Duncan qui a rallié la capitale économique ivoirienne pour donner le premier coup de pioche des travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Coût total du projet, 28 milliards de francs CFA. Et cet échangeur devrait mettre fin aux embouteillages dans les zones de Trècheville et de Makori. Herman Djivé. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, projet phare du programme de dotation de la ville d'Abidjan, d'infrastructures nouvelles de qualité. Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Kawamura Hiroshi, ensemble, posent la première pierre de cet édifice qui apportera une solution certaine à la fluidité de la circulation des biens et des personnes à cette croisée importante de la ville d'Abidjan. Ce projet d'un coût total de 28 milliards de francs CFA est financé principalement par le gouvernement japonais à travers une aide financière non remboursable à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Et une contribution de 3 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire. Avec le lancement donc des travaux de ce jour, notre capital économique sera doté dans 3 ans, au terme des travaux, d'un bel ouvrage structurant, moderne et fonctionnel. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, donne des précisions. Il était véritablement urgent, après l'échangeur du pont Henri Conan Bédier sur le boulevard Giscard, de se doter d'un second échangeur pour soulager ce bouchon-là, extrêmement important, au niveau du carrefour Solibra, qui, lorsqu'il sera terminé, permettra à partir du pont d'accéder également facilement au nouveau boulevard de Marseille, qui sera donc élargi et permettra de soulager la totalité du boulevard Giscard d'Estaing.
Le Japon a décidé, dans un premier chef, d'appuyer l'établissement des fonctionnalités de la ville d'Abidjan en tant que capitale économique de l'Afrique de l'Ouest. Cet appui à la ville d'Abidjan vise à promouvoir davantage le développement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Japon, 55 ans de coopération. Avec la construction de cet échangeur, le temps de parcours sur ce trajet sera réduit de 1/5. La population d'Agné-Bilekro et d'Ané-Kwadiokro sont heureuses. La voie reliant les deux localités a été réhabilitée. Le voyage sur cette route sera maintenant plus facile. La voie bitumée sera inaugurée en début de mois prochain par le président de la République. L'annonce a été faite par le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abina. Reportage Herman Niamien. Démarré en décembre 2013, les travaux de bitumage de l'axe Agné-Bilekro-Ané-Kwadiokro sont achevés. Pour la remise de l'ouvrage aux populations, le président de la République Alassane Ouattara effectuera lui-même le déplacement le 3 décembre prochain. Et c'est le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, également président du conseil régional de l'Indénié, qui a donné l'information. Les populations de cette région aussi manifestent leur joie parce que le président a fait en moins de 5 ans beaucoup pour la région. La preuve, cette route qui va être l'objet de la visite, mais en dehors même de la route, beaucoup de choses sont déjà réalisées dans la région. Financé par l'Union européenne, le bitumage du tronçon Agné-Bilekro-Ané-Kwadiokro, long de 87,5 km, a coûté 39 milliards de francs CFA. La réalisation de cet ouvrage vient mettre fin au calvaire des populations qui mettaient entre 4 et 5 heures pour allier les deux localités. Selon le ministre Pascal Abina, la réalisation de cet ouvrage est une promesse du chef de l'État Alassane Ouattara lors d'une visite d'État dans l'Indénié Guablin il y a aujourd'hui 15 mois. On passe maintenant à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, actualité dominée notamment par les préparatifs des élections législatives, et on en parle dans Cap sur les législatives. La commission électorale indépendante, je le disais en début de journal, a dévoilé aujourd'hui la liste définitive des candidats aux élections législatives du 18 décembre prochain. La CEI a retenu 1390 candidats sur 1399. La campagne électorale pour le scrutin législatif démarre le 10 décembre prochain. Le reportage de Sylvie Touré. 1153 dossiers de candidature reçus, 1145 retenus. 8 dossiers rejetés et les raisons sont diverses. Des candidats dont l'attestation de régularité fiscale ne portait pas le sticker. Nous les avons appelés pour leur demander de régulariser. Ils n'ont pas été en mesure de le faire. Une candidature où il n'y a pas eu la caution de 100 000, malgré nos appels, le candidat n'a pas pu nous fournir cette caution. Il y a également des problèmes de nom, par exemple un candidat qui nous donne un dossier, nous regardons sur la liste électorale, parce que ça aussi, à partir du numéro de la carte d'électeur qu'on nous donne, nous regardons si le candidat est sur la liste électorale. Donc un dossier a été rejeté parce que le candidat n'est pas inscrit sur la liste électorale. Un autre parce que quand vous regardez les noms de ses parents par rapport à la liste électorale, c'est différent de ce qu'il y a sur son certificat et son acte de naissance. Pour ces candidats, la partie n'est pas totalement perdue. Ils pourront saisir le Conseil constitutionnel pour examiner à nouveau leur dossier. Les 1145 dossiers retenus concernent 1390 candidats, un chiffre à la hausse comparé à 2011 qui avait enregistré 946 candidatures. C'est que les législatives connaissent un réel engouement cette année. Nous avons ouvert le dépôt des candidatures du 7 au 17 novembre, 17h. Mais pour tenir compte des retardataires, nos locaux sont restés ouverts le 17 à minuit pour les derniers retardataires. 38 partis et groupements politiques sont en lice pour s'assurer une représentativité à l'hémicycle. Au nombre de ceux-ci, le FPI, Leader et la coalition au pouvoir. Au niveau du RHDP,
il y a 199. Front populaire ivoirien, 148. Au niveau de l'UPCI, 24. UDPCI, 20. Leader, 13. CAP UDD, 7. RPCI, 5. RPP, 5. Également dans les starting blocks, des candidats indépendants. Ils alignent le plus gros contingent avec 676 candidats. Côté femmes, la révolution n'aura pas lieu, en tout cas pas cette année. Elle ne représente que 12% des candidats dans la même fourchette qu'en 2011. La campagne s'ouvre le 10 décembre prochain pour prendre fin le 17. 255 postes de députés sont à pourvoir dans 205 circonscriptions. Et comment se fera la couverture médiatique de cette période électorale? Le Conseil national de la presse annonce des dispositions concernant le traitement de l'information par la presse écrite. Herman Divi. Conformément à la loi électorale, le Conseil national de la presse, le CNP, veille au respect des principes de pluralisme et de l'équilibre de l'information dans la presse en période électorale. Dans le cadre des législatives de décembre 2016, le CNP invite la presse à s'impliquer avec professionnalisme dans la couverture médiatique des activités de pré-campagne des candidats. La période de pré-campagne s'entend de la période allant de la publication officielle de la liste des candidats retenue par la Commission électorale indépendante, la CEI, à l'ouverture officielle de la campagne. Le CNP engage la presse à s'inscrire dans le rôle de modérateur d'un débat public apaisé et responsable. Le CNP attend des organes de presse qu'ils se gardent de publier des écrits de nature à désinformer l'opinion ou à dénaturer les propos des acteurs de la scène politique. Et toujours à propos des législatives, la nouvelle constitution adoptée fait cas de la mise sur pied d'un Sénat. Le Parlement ivoirien comprend donc désormais 2 chambres. Mais comment le comprendre? Voyons les explications de notre reporter Herman Divi. Nouvelle constitution posée sur une table, page marquée au stylo feutre. Nous sommes avec Marius Ndri, secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Partagé entre plusieurs rendez-vous, il nous ouvre les portes de son bureau pour une interview. Nous parlerons du Sénat et du Parlement. Première question, qu'est-ce qu'un Sénat? Le Sénat, c'est une chambre parlementaire, c'est la 2e chambre parlementaire. Elle vient pour compléter l'arsenal juridique existant dans l'édiction de normes au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Une certaine confusion règne cependant dans l'esprit du citoyen lambda entre le Sénat et le Parlement. Qu'en est-il réellement? Nous étions dans un système monocaméral par le passé. Aujourd'hui, nous sommes dans un système bicaméral. Donc, on vous dit que le Parlement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ne peut être composé que si les 2 chambres existent. Mais en attendant la création du Sénat, l'Assemblée nationale exerce l'ensemble des compétences du Parlement. Voilà qui est désormais clair. Pas de place pour une confusion quelconque. Le rôle du Parlement pourrait-il changer avec l'arrivée du Sénat? Le rôle du Parlement, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'initialement, c'était l'Assemblée nationale qui exerçait l'ensemble des compétences dévolues au Parlement. Mais à partir de maintenant, ce sera le Sénat et l'Assemblée nationale qui exerceront l'ensemble des compétences dévolues au Parlement par la Constitution. Donc, il aura une double expertise maintenant en matière de législation. L'expertise qui découlera de ces 2 instruments de la République va-t-elle permettre une évolution positive dans la gestion des affaires courantes? Il est bon d'avoir plusieurs regards. Il y a eu le regard des députés de 1960 jusqu'à un moment où le Sénat a été introduit dans l'ordonnancement juridique ivoirien. Malheureusement, le Sénat n'a pu voir le jour avant le coup d'État de 1999. Le regard du député qui émane directement du peuple peut différer du regard du sénateur qui émane d'une partie du peuple. Le sénateur est vu comme l'élu des élus, puisque le collège électoral est constitué d'élus. Les élus locaux, les élus nationaux. Vous voyez? Donc c'est une double expertise que l'on demande maintenant dans l'édiction des règles, des normes au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Le regard du député et celui du sénateur apporteront chacun un plus dans la prise en compte des préoccupations des populations. Voilà, c'était Capsule législative qui revient encore demain samedi pour d'autres sujets à élucider.
La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, également porte-parole adjoint du gouvernement, vient d'échanger avec les chefs des communautés Atchon de Cocody au menu de la rencontre les infrastructures routières sanitaires dans les villages Atchon. Gabriel Zani y était pour vous. Face à face, dans cette salle de conférence des bureaux de la chefferie traditionnelle d'Anono, Afoussiata Bamba-Lamine et sa délégation écoutent le représentant des chefs des 7 villages Atchon formant la commune de Cocody. Le chef du village d'Anono explique aux visiteurs les difficultés que les communautés Atchon rencontrent au quotidien. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de difficultés, mais surtout, essentiellement, en termes d'infrastructures, assainissement notamment. Déjà l'année dernière, elle a été déléguée par le président de la République et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui encore, on constate, en voyant mes pères, chefs de village, sur le visage, la joie qui se lit. On peut encore dire que ça s'est encore très bien passé. De Blocos à Umbadon en passant par Anono et à Kouedo, des routes dans certains des villages brillés de Cocody attendent encore d'être bitumés, selon le porte-parole des chefs. L'émissaire du gouvernement prend donc toute la mesure des doléances des chefs de communauté. Je n'ai pas pratiqué la langue de bois, je leur ai dit que les doléances qui ont été faites ont été bien entendues. Nous allons les transmettre au gouvernement pour une prise en charge de ces préoccupations. Et moi, en ma qualité de ministre de la Communication, je vais continuer à travailler avec eux pour le compte des populations et voir dans quelle mesure, effectivement, nous pouvons aider à ce que la communauté Atchon vraiment se sente bien. C'est ici à Nono que le chef de l'État, lors de sa rencontre en mai 2015 avec les chefs Atchon du district d'Abidjan, avait annoncé le déblocage de 52 milliards de francs CFA en faveur du développement des villages ébriés. Aujourd'hui, la communauté Atchon attend encore un peu plus du gouvernement. C'est donc à la demande des chefs du village Atchon de Cocody que le porte-parole adjoint du gouvernement est venu à cette rencontre pour entendre les doléances des communautés ébriées. Je vous conduis à une autre rencontre. C'est le forum Avi Invest qui vient de refermer ses portes à Abidjan. Plusieurs recommandations ont été faites. On retient que l'élevage de poulet est une source de richesse en Côte d'Ivoire. Voyons cela avec Honoré Naingori. Un forum pour mobiliser les investissements nécessaires au développement de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Cette initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques a tenu toutes ses promesses. Le coordonnateur du programme d'appui à la production avicole nationale présente déjà quelques résultats. À l'issue de ce forum, nous avons eu premièrement un protocole d'accord qui a été signé entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et un consortium de 3 entreprises françaises. Le deuxième résultat tangible que nous pouvons exposer ici, c'est l'annonce faite par le directeur général du groupement interprofessionnel avicole et cunicole de la Tunisie sous la forme d'un protocole, des échanges de techniciens, des échanges d'éleveurs, des échanges d'acteurs qui pourront être formés aussi bien en Tunisie qu'en Côte d'Ivoire. En 3 jours, éleveurs et autres acteurs du secteur avicole ivoirien ont pu s'enrichir de diverses expériences d'Afrique du Sud, de Tunisie, de France et du Brésil, en vue d'amorcer la modernisation accélérée et durable de l'aviculture, comme l'a indiqué le thème du forum Avi Invest. Plusieurs recommandations ont été faites, entre autres la poursuite de cette dynamique pour la mobilisation effective des financements, l'information des aviculteurs sur la fiscalité, le cadre des investissements, la prise en compte du genre dans le secteur et la mise en place d'un plan d'industrialisation de l'aviculture en s'inspirant du modèle brésilien. La Côte d'Ivoire, notre pays, aura bientôt son usine d'approvisionnement pour le stockage de gaz naturel liquéfié. Le protocole d'accord entre l'État ivoirien et les partenaires privés a été donc signé aujourd'hui même. L'objectif est de fournir à la Côte d'Ivoire dès 2018 une quantité de gaz suffisante pour alimenter les centrales thermiques du pays. Jean-Jacques Kwame pour les explications. C'est en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, que les 5 partenaires privés et l'État de Côte d'Ivoire, représentés par la Petrosi Holding et Côte d'Ivoire Énergie, ont paraphé l'accord. Accord pour la réalisation d'une infrastructure d'approvisionnement en Côte d'Ivoire des gaz naturels liquéfiés. Depuis toujours, c'est que le gaz naturel qui alimente les centrales électriques était produit à partir du gaz local. Maintenant, dans ce projet, en plus du gaz local,
On va approvisionner du gaz naturel sur le marché international pour suppléer et pour garantir plus de sécurité pour l'alimentation en électricité dans la Côte d'Ivoire. Coût global du projet, 120 milliards de francs CFA et l'État détient 16% du capital. L'objectif de ce projet est de permettre à la Côte d'Ivoire de produire de l'électricité à moindre coût. Tout d'abord, ça va apporter la sécurité d'approvisionnement à la population en énergie. Ça, c'est fondamental. Ça va aussi pouvoir soutenir le développement de l'industrie. C'est un projet qui permet, en attendant une production de gaz naturel, de pouvoir livrer une source d'énergie qui est à bon marché par rapport aux sources fossiles traditionnelles. Après la signature du protocole d'accord, les différentes étapes avant la finalisation du projet. C'est 4 mois d'études intenses, un projet avec décision d'investissement et dans 18 mois, vous aurez une infrastructure et tous nos projets de centrales électriques à gaz qui étaient en attente pourront avoir le go, c'est-à-dire la décision de départ, et nous éviterons le délestage. Si tout se passe bien, Côte d'Ivoire gaz naturel liquéfié est attendu pour mi-2018. Capital, 62 milliards de francs CFA. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire. Le pays vient de bénéficier de près de 32 milliards de francs CFA de la part du Programme alimentaire mondial PAM. Et c'était au cours de la deuxième session ordinaire du conseil d'administration du PAM tenue à Rome, en Italie. C'était en présence de la ministre Kandia Camara. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, à la tête d'une forte délégation dans les locaux du Programme alimentaire mondial PAM, dont le siège est situé à Rome, en Italie. La présence de la ministre Kandia Camara s'inscrit dans le cadre de la deuxième session ordinaire du conseil d'administration du PAM. À l'issue de cette rencontre entre les membres du conseil d'administration du PAM et les différents pays membres du Programme alimentaire mondial, la Côte d'Ivoire s'est vue octroyer plus de 64 millions de dollars. Objectif, permettre au ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction des cantines scolaires, de mener à bien sa politique de nutrition, de résilience et d'amélioration des repas scolaires. Profitant de sa présence à Rome, Kandia Camara a eu des séances de travail avec le directeur exécutif du PAM, Erterin Kauzin, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons pensé qu'il était bon de rencontrer certains de nos partenaires et c'était une façon à nous aussi d'exprimer notre gratitude à tous les pays, à tous ces bailleurs, à tous les partenaires qui fournissent des efforts pour aider la Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, à l'occasion de cette deuxième session ordinaire du conseil d'administration du PAM, a présenté les actions prioritaires menées par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire et surtout les défis à relever dans le cadre de l'école obligatoire. Voilà, c'était un récit de Franco Quadio. Je vous propose de revenir sur la journée internationale des toilettes célébrée récemment. La Côte d'Ivoire a célébré la journée hier à Adzopé, l'occasion pour la ministre Anne-Désirée Oloto de sensibiliser les populations à préserver leur environnement propre et sain. Thème retenu pour cette édition 2016, toilettes pourvoyeuses d'emploi. La France va envoyer 3 avions de la sécurité civile en Israël pour aider à la lutte contre les incendies dans le centre et dans le nord du pays. Des centaines de personnes ont dû être évacuées dans le centre du pays hier. Les violents incendies ravagent la région depuis mardi. Pour les autorités, de nombreux départs de feu seraient d'origine criminelle. Une douzaine de personnes ont été interpellées. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention.